Bienvenue sur le podcast du regroupement des jeunes conseillers du Québec. Le podcast où les histoires inspirantes propulsent les conseillers indépendants de demain. Mon nom est Jade Quentin, votre animatrice pour le podcast des conseillers de l'avenir, propulsé par UV Assurance. Bonjour les gars, bienvenue sur le podcast du RJCQ. Je suis contente de vous recevoir aujourd'hui. Aujourd'hui, on reçoit Philippe Goyer comme invité. Puis je suis contente de vous présenter mon nouvel co-animateur, Dimitri. Merci d'être là. Merci de l'invitation. Merci Jade. Merci à Philippe d'être là également. Merci de m'avoir invité. Ça fait vraiment plaisir. J'ai vraiment hâte qu'on jase de toi, qu'on apprenne à te connaître davantage. On te voit souvent dans le RJCQ, puis je suis excitée de te recevoir aujourd'hui. Dimitri, ça te tente-tu de nous présenter Philippe? Oui, je me lance. Yes. Fait que Philippe Goyer, multi-entrepreneur, auteur à succès du livre Rewriting Wealth, conférencier international, TEDx à 2 reprises, ça date d'avril de ce qu'on s'est dit tout à l'heure, et évidemment leader communautaire engagé. Il incarne parfaitement la capacité à redéfinir sa relation à l'argent et au succès. À la tête de plusieurs entreprises, Philippe s'investit également activement dans des fondations et des causes caritatives avec une conviction qui est forte. Ton objectif est atteignable grâce à la volonté et à l'effort. En tant que conseiller financier, il trouve une source d'inspiration dans l'approche humaine de la réussite, son engagement envers les communautés défavorisées et sa capacité à remettre en question les modèles traditionnels de la richesse. Mais Philippe n'est pas seulement un entrepreneur, c'est aussi un triathlète, un marathonien, qui croit fermement que la discipline et la persévérance, tant dans le sport que dans la finance, sont des moteurs puissants de transformation. Son parcours est un témoignage vivant de ce que la résilience peut accomplir et il rappelle à chaque conseiller financier l'impact qu'il peut avoir pour aider ses clients à transformer leur vision de la richesse. C'était-tu assez complet? Oui, assez complet. Ouais. Oui, Moi, je rajouterais quelque chose. Oui. Papa? Oui, papa, effectivement. Hey, papa de 2 enfants. C'est un gros rôle là, dans la vie. Quadriathlète, je pense. Oui, Quadriathlète. effectivement. Je fais des marathons à chaque matin. Effectivement. Parce que moi, je suis maman, mais je me dis qu'un papa, ça a autant son importance. Oui, effectivement. Fait que je suis vraiment contente de te recevoir. Puis, tu sais, aujourd'hui, on va parler de toi, de ton parcours un peu. Puis, justement, on a su c'était qui un peu Philippe Goyer, mais dis-moi donc, qu'est-ce qui t'a apporté à vouloir rentrer dans le domaine des services financiers? Puis je sais que tu as un certain parcours. Si tu nous parlais justement, qu'est-ce que tu as fait avant de rentrer dans les services financiers? Puis qu'est-ce qui t'a apporté à ça? Oui, fait que comme en résumé. Oui, en résumé. Oui, c'est sûr. Pour ceux et celles qui me connaissent, j'en ai fait beaucoup. Je pense que j'ai touché à quasiment chaque domaine. Puis à chaque fois que je rentrais dans un domaine, que ce soit la construction, la restauration, l'aviation, mais j'arrivais jamais à dire que j'étais sur mon X puis jamais qu'est-ce que je faisais. C'était tout le temps qualité de vie, conditions de travail, je me voyais pas le faire pendant une longue période de temps. Puis à un jeune âge, mais j'avais la fibre entrepreneuriale, fait que j'achetais des choses sur Alibaba, je faisais des encans. Puis j'ai commencé à la bourse à 18 ans. Ah ouais, OK. Puis beaucoup de monde venait me voir pour des conseils. Puis à un moment donné, quand j'ai déménagé à Québec, dans la transition de vie, j'étais allé à une foire de salon de l'emploi. OK. Puis j'ai quelqu'un de IA qui m'a recruté. Hey. Fait que je suis rentré dans le domaine comme ça. Mais pour vrai, ils font bien leur job. Oui, effectivement. Ils sont efficaces. Ils recrutent, ils ont des bonnes recrues. Oui. C'est juste que j'avais déjà lu une statistique qu'il y avait seulement un conseiller sur 10 qui restait. Oui. Mais je pense que c'est comme ça dans l'industrie au complet. Là. Ouais, puis c'est le modèle qu'ils ont choisi. Là, Ouais, là. exact. Mais je pense que le 1 sur 10 qui reste, souvent, c'est un gage de succès. Exactement. Puis, drôlement, je viens juste de penser à ça, j'avais appliqué chez Sun Life avant, quand j'avais 22 ou 23, mais j'avais coulé le test psychométrique. Bon, tu peux couler un test psychométrique? Mais c'est pas couler, c'est que tu ne fites pas les profils, tu rentres pas dans leur case de quelqu'un qui va rester en carrière. Donc, ils font le tri avec leur test psychométrique, puis avec ça, mais soit qu'ils t'amènent en tant que candidat ou pas. Fait que, oui. Ils font un tri comme ça, Sun Life, je savais pas. Oui, mais il y a aussi, mais ils sont un peu plus permissifs, mettons. Oui, je pense que oui, effectivement. Oui, fait que non, j'avais beaucoup de qualités pour devenir conseiller selon les tests. Par contre, je pense que c'était le côté philanthropique puis le côté, mettons, plus qualité de vie qui ne fitait pas peut-être dans les barèmes de ce test-là. Fait que, OK. Fait que là, tu as été recruté par IA. Oui. Tu as commencé
commencé en carrière assez raide, parce que normalement, quand on commence en carrière, on a le fameux projet 100, que ce soit n'importe quelle organisation, je pense que c'est souvent de là qu'on part. Moi, ça faisait 3 mois que j'étais à Québec de Montréal. Fait que j'avais 0 réseau, puis j'avais ma mère. Fait que le projet 100 s'est fait vite. Genre la première journée. Puis, tu sais, t'as pas commencé après 2020, là, de ce que j'en comprends, Non. parce que, tu sais, à un moment donné, ton projet 100, après 2020, ben c'était plus facile, tu sais, de pouvoir parler aux gens de d'autres régions. Tu sais, moi, j'ai commencé, ça fait plusieurs années, mais, tu sais, avant 2020, on pensait pas vendre par téléphone puis par Zoom, là. C'était comme... Même, le système était pas fait pour ça, les propositions étaient papier, il y avait très peu de compagnies qui étaient ajustées à ça, fait que Fait que c'est pour ça que c'était difficile pour toi de faire le projet 100, là. Oui, exactement. Puis j'ai goûté, tu sais, moi, souvent, qu'est-ce que je dis, c'est j'ai goûté à la réalité d'un conseiller de 6 mois de jour 1. Parce que souvent, quand on embarque dans notre projet 100, on embarque un peu dans notre réseau, mais ça peut nous amener, tu sais, un peu d'organique, des références pendant 3, 4, 5 mois. Mais rendu à 5e, 6e mois, moi, c'est là que je dis, c'est là le vrai test, parce que c'est là que tu vois la réalité de la prospection. Puis des fruits que tu as travaillé dans les 6 premiers mois. Tu sais, c'est un cycle, le cycle qui est long, puis on fait pas d'action cette semaine, on le verra pas la semaine prochaine, on va le voir dans 2 gros mois. Puis on le réalise pas, mais à chaque fois qu'il y a un creux, on est comme « Ouais, cette semaine-là, tu sais, je suis allé au spa, j'ai peut-être été au restaurant, j'ai peut-être pas fait autant d'actions que j'aurais dû. » Ouais, quand tu fais une grosse vente le lundi, tu dis « Bon, ben, ma semaine est faite. » Mercredi, c'est fini. Là, ouais, exactement. Fait que 18 ans, début dans le domaine financier sans avoir tes permis. Tu arrives à Québec, ton projet 100, le premier obstacle, fait que tu t'en sors comment? Là? Je m'en sors moi, je suis quelqu'un qui est beaucoup axé sur le réseau organique. Fait que j'ai vite sauté dans le courtage indépendant. Après 6 mois. Puis je me suis dit, tant qu'à me donner beaucoup de travail au niveau téléphone, faire de la prospection froide, que j'aimais pas, je me suis dit, je vais continuer mon réseau organique. Fait que je me suis inscrit dans un club de réseautage. Je suis allé me chercher une job dans la restauration que je fréquentais énormément de personnes. Ouais. Puis je continuais un peu de faire l'organique qui est, bon, mais je vends pas un produit, je vends qui je suis. Puis vendre quitter, c'est facile. Vendre un produit, c'est pas toujours facile. Non, c'est ça. Ben, pourtant, il y en a qui trouvent ça plus difficile de se vendre que de vendre un produit, là. Mais, tu as parlé justement que tu as été te chercher un sideline là, en restauration, là. Je pense que, en début de carrière, on s'entend, là, t'avais tes enfants, j'imagine, aussi à ce moment-là, tu sais. Fait qu'il fallait que t'avais pas juste toi à faire vivre, là. Fait que t'as-tu été 6 mois à temps plein chez Industriel Alliance sans autres... J'étais 6 mois à temps plein, puis là, à un moment donné, j'ai vu que le rêve qui m'a été vendu au premier, mais c'était pas la réalité. Fait que j'ai été chercher un sideline, puis j'ai resté quand même dans les sidelines pendant un bon bout. Je dirais les 4 premières années en carrière, j'avais toujours un 20 heures ou une job qui me permettait de vivre uniquement là-dessus pour que je puisse pas être stressé au niveau financier avec le domaine. Parce que ça aussi, c'est quelque chose que je trouve. C'est que quand tu as trop faim, les clients le voient. Puis pas juste qu'ils le voient, mais c'est que toi, tu fais pas la job pour la bonne raison. Tu le fais pour l'argent. Tellement. Je suis tellement d'accord parce que, tu sais, moi, j'étais dans les bars pendant les premières années de ma carrière, puis c'est ce que je disais, tu sais, c'était avec cet argent-là que je vivais. Oui. Je travaillais 1 ou 2 soirs par semaine, puis le reste du temps, ben après ça, je pouvais offrir le vrai service que mes clients devait avoir finalement. Parce que le jour que tu es obligé de mettre du pain sur ta table, t'as faim, là, tu peux faire des moves peut-être moins legit, mettons. Ouais, qui sont moins dans l'intérêt de la personne à qui tu livres le service. Oui, exactement. Soi, parce qu'au fond, en tout cas, je pense que pour la plupart d'entre nous, on reste dans les limites de la légalité, mais quand on regarde certains dossiers qu'on a fait au début, on se dit, hey, ouais. J'aurais pu attendre 3 mois avant de vendre ce produit-là ou poser cette action-là pour le client, mais bon, c'est ça. Effectivement. Puis je trouve que en même temps, dans la restauration, ce qui est intéressant, c'est qu'on est au service à la clientèle, on rend service aux gens. Je trouve qu'il y a une belle corrélation avec notre domaine. C'est ça notre job, de rendre service, d'être attentif aux besoins des gens. Puis en même temps, tu te fais un réseau. Je sais pas. Moi, en tout cas, moi, le réseau que j'ai fait, j'ai travaillé au Georges V dans les banquets. Je faisais peut-être 8 banquets par année. Puis je pense que j'ai pu sortir 8-9 clients là-dedans.
Ouais. Puis c'est pas encore là. Le but, c'était pas d'aller là puis faire des clients. Le but, c'était d'aller là puis faire mon fin de mois. Ouais. Mais en fréquentant 30, 40, 50 personnes, puis en étant moi, tu sais, social, pas « Hey, ouais, je suis conseiller financier, je vais te vendre quelque chose », mais naturellement, au fil des ans, mais tu sais, ces 8 contrats-là m'ont permis d'établir des bonnes relations avec des gens. Ouais, c'était ton projet 100 à ta façon. Parce Oui, qu'au exactement. final, le projet 100, peu importe comment on le nomme dans différentes organisations, c'est un numbers game. Oui, c'est un numbers game. On fait ça pour dire, ben, rentre des noms dans la machine, puis de ça va découler X taux de conversion. Tu fais la même chose, mais dans une autre optique qui t'a mené au même résultat officiellement. Oui, exactement. Mais je te dirais moins en volume. Tu sais, moi, j'ai encore une philosophie. Moi, je regarde le ROI, ou le retour sur investissement au niveau du temps. Si je suis capable de faire, on lance des chiffres par rapport, si je suis capable de faire 1000 $ avec 20 heures ou 2000 avec 60 heures, j'aimerais mieux mon 1000 $ avec 20 heures. Ouais. Fait que je vais primer ça vis-à-vis faire 40 heures supplémentaires pour le 1000 $ de plus. Je comprends. Fait que ça, c'est personnel, c'est un choix. Il y a d'autres personnes que, au contraire, eux autres, c'est le cash, c'est correct. Mais moi, c'est avoir un équilibre puis avoir une qualité de vie qui va avec. Ouais, ben on le voit là, avec tout ce que tu fais, tu sais, le sport, les enfants, tu sais, avoir d'autres entreprises. Tu sais, tu disais que tu étais multi-entrepreneur, j'imagine que tu J'ai d'autres entreprises, mais tu vois, l'autre entreprise, c'est parce qu'à un moment donné, j'ai vu que il y a tellement de monde qui me venait me voir, puis je donnais tellement de recommandations, puis du coaching, puis tu sais, je suis quelqu'un de naturel que tu sais, j'inspire ou j'aime motiver les gens. Fait que le monde, ils viennent naturellement envers moi là-dessus. Par contre, je passais plus de temps à faire ça que mes conseils financiers. Fait que j'ai essayé de trouver une manière de combler les deux pour être capable de... Parce que ça me faisait du bien, j'aimais ça. Mais d'un autre côté, je mettais pas mon temps dans ma business. Fait que j'ai commencé une compagnie de marketing avec des podcasts. J'ai lancé mon livre. Je fais des conférences. Fait que c'est une manière autre d'aller offrir ces services-là aux gens. Aller chercher un peu une valorisation d'une autre forme de paye qui est pas monétaire, mais qui me permet aussi de ne pas perdre l'autre aspect. Oui, puis en plus, ça te fait voir aussi. Oui. Là, Oui, exactement. puis ça t'apporte, encore une fois, on parle de branding. Oui. Les gens vont t'acheter, ils vont dire, un crime, j'ai l'impression que ce gars-là, il va m'écouter, que ça va être le fun de faire affaire avec. Fait que je pense que... Oui, c'est plus facile aussi, je trouve, avec une autre approche. Tu sais, j'ai toujours dit, si j'arrive pour être commanditaire d'un événement en tant que conseiller financier, ça sert à rien. J'arrive à une soirée réseautage, t'es conseiller financier, il y en a 30 dans la salle. T'arrives, puis t'as une compagnie de marketing ou t'as quelque chose d'autre à offrir, mais le monde vient envers toi, puis par la suite, mais t'es aussi conseiller financier. Ouais. Fait que c'est plus facile, des fois, juste la porte d'entrée, parce que, encore là, tu vas quitter, mais t'arrives dans un environnement où t'arrives dans un environnement de business, mais tu dis pas, je suis conseiller financier. Tu dis, bon, mais je suis capable de t'offrir quelque chose d'autre. Je suis capable d'amener ta valeur ailleurs. Fait qu'imagine qu'est-ce que je suis capable de faire avec ce volet-là. Je peux t'amener à réaliser tes rêves, à te sentir plus épanoui avec tes finances aussi. Là, exactement. Fait que c'est une autre approche que moi aussi je prône, là, vraiment, là, que je trouve intéressante. Là. Puis, c'est qui ta clientèle, principalement? Et bon, clientèle, je te dirais 30% jeunes, en bas de 24 ans. Ah, ouais! En bas de 24 ans. Par la suite, pas mal dans mon âge, 35-45. Puis j'ai un autre 40% anglophone. Pourquoi en bas de 24, ça m'intrigue? Pourquoi pas 25? Pourquoi pas 30? En bas 24, parce que je te dirais, j'ai mon projet 10. OK? Mon projet 10, c'est des clients que j'ai pu rencontrer, que j'ai eu la chance de rencontrer quand ils étaient jeunes, dont 3 qui étaient en bas de 18 ans. Il a fallu que je passe par les parents, puis on a mis des plans en place et tout. Mais ces clients-là, tu sais, quand on parle de quelqu'un qui a 16 ans puis qui met 70% de sa paie de côté, puis on parle de quelqu'un de 21 qui fait la même chose, on s'entend que ces personnes-là, ils continuent de se faire ça, puis sont bien entourés. À 30 ans, sont libres financièrement. Pourquoi? Quand on dit liberté financière, ça peut dire plein de choses. Mais si on regarde, peu importe le montant que tu fais, si tu rentres dans les bonnes habitudes dans un jeune âge, puis tu les gardes, tu vas avoir une liberté financière. Parce que tu vis sous tes moyens, tu primes toujours l'épargne, puis tu n'embarques pas dans un mode de consommation, j'ai besoin de consommer tout. Fait que ça, c'est mon projet 10. Puis ça grossit, fait que j'en ai peut-être plus que 10, mais c'est du monde que je vois que ils ont beaucoup de belles opportunités devant eux autres à cause de leur discipline puis leur bagage. Ouais.
C'est très intéressant, pour vrai. C'est le genre de clientèle qu'on n'entend pas souvent que les gens vont viser, là. Fait que... Je te dirais que c'est hit or miss. Dans le sens que c'est sûr que quand tu es rendu 7 ans dans le domaine, faire des packs à 25 $ parce que c'est juste ça que ça peut te permettre, c'est pas tentant. Par contre, tu sais, je donne un exemple. J'ai fait des stages pour des personnes cette année, puis j'en ai un qui est à l'université. La première affaire, j'ai dit, tu as 21 ans, tu es dans un bassin de 4-5 000 personnes. Oublie la prospection froide, je veux que tu à chaque 5 à 7. Pourquoi? Parce que les 25 $ de pack, c'est des ingénieurs, c'est des architectes, c'est des futurs docteurs. Puis tu les prends avant les institutions. Ouais. Puis tu primes l'organique, puis tu primes une relation avec eux autres, parce que tu vas leur fréquenter dans ton établissement pendant les années à venir. Fait qu'ils sont jeunes, c'est peut-être pas rentable là, mais la relation que tu vas créer avec eux autres sur le long terme, tu as besoin de 50 clients comme ça, 100 clients comme ça, qui te suivent pour le restant de tes jours, puis tu es correct là. Je suis tellement d'accord. Puis tu as une qualité de vie aussi. Parce que tu as des relations et non juste des transactions. Oui. Que... Vraiment une belle philosophie. J'aime ça. Quand est-ce que ça a décollé? Parce que là, tu nous as parlé des 3 segments, si on veut, de ta clientèle. Là. Les 4 premières années, tu avais un sideline. Fait que là, cette clientèle-là, elle s'est mise à grossir. Puis c'est quand, là, nous, on aime pas. Ben, nous, dans mon domaine, on parle du hockey stick. Là, fait que quand est-ce que ça a fait ça pour toi au niveau de la croissance et la réussite dans tes affaires? Après 2 ans. 2 ans. Après 2 ans. Puis souvent, qu'est-ce que je dis, c'est une fois que tu as toffé les 2 premières années, mais le monde dans ton entourage, qui sont proches puis qui sont un peu éloignés, ils savent que tu es dans le domaine pour rester. Les premiers 2 ans, c'est malheureusement, c'est l'industrie 1 sur 10, 1 sur 40. Mais mais tu ne resteras pas là. Au bout de 2 ans, ils ont vu un peu ta résilience puis le fait que tu es encore là. Fait qu'ils ont plus confiance que tu vas être capable de rester là à long terme. Okay. Fait que moi, c'était à peu près à 2 ans que j'ai vraiment commencé à rentrer dans mon réseau organique. Mon secondaire, j'étais allé en secondaire en anglais, on était 1200, c'était tous des Européens. Les Européens, c'est pas compliqué. Ton ami, c'est ton lit, tu connais 30 cousins. Ouais. Fait que tu connais tout. Fait que ça, c'est facile de rentrer au niveau réseau. Puis, tu sais, je le dis souvent, c'est quand on rentre dans un réseau, quand on rentre dans une niche. Puis, quand je dis niche, je parle pas nécessairement de domaine, mais tu sais, une communauté. Mais une communauté, ça se réfère, c'est de l'organique. Puis c'est t'intègres. Tu sais, tu fais affaire avec un, il va te référer plein. Puis ça, mais tu demandes à un conseiller de 70 ans, 80, combien de budget qu'il a mis dans son marketing, il sait pas c'est quoi du marketing. C'est du bouche à oreille. Il a jamais mis 100$ sur une pub, là. C'est juste du bouche à oreille. Non, puis, mais tu sais, même au début des années 80, tu sais, je sais que moi, mon père, tu sais, vient du domaine, tu sais, ça allait cogner aux portes, là, aussi, là, c'était la mode, là, tu sais, d'aller cogner aux portes, puis, tu sais, c'était complètement différent qu'aujourd'hui, là. C'est sûr qu'il y en a encore qui cognent aux portes, puis qui réussissent bien, parce que c'est rendu plus rare. Oui, effectivement. T'es chez nous, OK, moi, t'ouvres la porte. Belle, Vidéotron! Mais, tu sais, je pense que c'est une façon de fonctionner. Puis, tu sais, dans ce moment-là aussi, il y en avait vraiment beaucoup de conseillers financiers, là, ce qu'il y a moins aujourd'hui. Oui, là. effectivement. Aujourd'hui, c'est seulement 70% des familles canadiennes qui sont desservies par un conseiller. Oui, c'est ça, exact. Ouais. Non, 70% qui ne sont pas desservis, excusez-moi, ça, par un 70, conseiller. c'était beaucoup, là. Non, excusez-moi, je me suis trompée dans ma stat, mais oui, seulement 30% des familles canadiennes sont desservies par un conseiller. Fait que tu te dis, quand tu sais cette statistique-là, tu te dis crime, de la compétition. Moi, quand j'entends ça, la compétition entre les conseillers, il n'y en a pas. Il ne devrait pas en avoir, au contraire. On devrait primer le... L'entraide. Moi, si je te donne mes trucs, tu es une personne complètement différente avec un réseau complètement différent. Fait que j'ai tout avantage à te le dire. Parce que là, on va se partager des idées puis on va peaufiner nos idées pour que les deux, on puisse réussir. Fait que on n'est pas des vendeurs. Non, on est des conseillers puis il faut s'entraider. Oui, c'est pour ça qu'on est là, avec le HCQ. Puis avec, on prône l'entraide, on prône de s'entraider entre nous pour monter la profession, monter la qualité de la profession, des conseillers qui sont dans le marché. Fait que... Puis il y avait une question sur le côté anglophone. Ouais, c'est parce que là, moi, je découpe ta clientèle. Là. Fait que là, c'est pas correct. On a fait 24 moins. Oui. Le morceau du milieu, c'est ton naturel. Oui. Côté anglophone, tu as brièvement dans ton introduction parlé du fait que tu as déménagé à Québec, fait que tu étais dans un milieu anglophone avant, ton école secondaire. Fait que ça, comment ça s'est développé, puis quelle différence tu vois entre ce segment-là, anglophone, au niveau de la clientèle, versus le francophone ou le reste, si on veut? C'est beaucoup plus facile. Pourquoi? Parce que, ça j'en parle dans mon livre d'ailleurs, c'est que quand on regarde culturellement,
quand on regarde des cultures qui ont été colonisées par les Français, la France, l'Afrique, le Québec, c'est tabou de parler d'argent. Quand on regarde le côté anglophone, au contraire, on en parle, let's go. Fait que quand tu as des discussions, puis tu es habitué d'avoir des discussions d'argent, mais c'est beaucoup plus facile en tant que conseiller financier de rentrer dans une porte. Tu sais, tu demandes un salaire à quelqu'un, ils sont outrés. Aux États-Unis puis dans le Canada anglais, c'est une question normale. Pourquoi? Parce que c'est l'information publique. Je te pose ta question, mais je sais que quelqu'un dans la restauration, un ingénieur, il fait pas mal ces prix-là. Fait qu'on n'est pas, c'est pas une question personnelle. Ici, c'est une question qui est très personnelle. Fait en partant, la conversation est beaucoup plus ouverte. On est capable de poser plus de questions, puis l'éducation est plus là, puis le vouloir de changer est là aussi. Les revenus sont souvent plus élevés, l'actif est souvent plus élevé, puis moi, ma corrélation là-dedans, c'est le fait qu'ils ont une éducation, puis ils en parlent. OK. Puis, c'est plate, mais moi, j'ai grandi à Vancouver. En 98, mes parents payaient 950 pour un 5,5. On est rendu, tu sais, il y a 5-6 ans, on était capable d'avoir ça au Québec. Fait qu'on est 25 ans en retard sur le marché immobilier. Tu te regardes à Toronto et tout. Mais si tu demandes à quelqu'un ici, à 50 ans, t'as combien en REER? Ah, tu sais, j'ai pas beaucoup, j'ai 30-40 000. Tu demandes à quelqu'un à Toronto, à Vancouver, même chose. T'as combien en REER? Ah, j'ai pas beaucoup, j'ai 300-400 000. Ça coûte 3 fois le prix. Le salaire minimum, il est pareil. Mais t'as 10 fois plus de REER. Pourquoi? L'éducation. L'initiation un peu plus, on va dire, ancrée dans la culture, ancrée dans les mœurs là, de ce segment-là, si on veut. Oui, exactement. Puis, encore une fois, je pense qu'il y a aussi l'aspect qui est le plus de langue que tu connais. Tu sais, je pense que c'est pas juste au niveau anglophone. Je pense que si tu regardes n'importe quel démographique qui connaît plusieurs langues, qui vient d'ailleurs, mais les valeurs sont différentes. La communauté est forte, puis l'éducation est, bon, mais je suis venu ici, ou ma famille est venue ici pour des opportunités, fait que j'en ai bénéficié. Donc, moi, je me dis, c'est pas juste les anglophones, c'est n'importe quelle première, deuxième, troisième génération d'immigrants, puis du monde en communauté. Intéressant. Ah, c'est vraiment intéressant parce que je trouve tellement justement qu'au Québec, les finances, c'est tabou. Puis tu sais, moi, c'est une mission que j'ai justement de vulgariser, de parler de finances de plus en plus, puis que ça soit justement sur toutes les lèvres parce que on vit avec quoi? Hein, tu sais, c'est de l'argent, c'est tellement important. Fait que, tu sais, quand que je vois des conseillers sur les réseaux sociaux s'exposer, donner des conseils, ben moi, je trouve que c'est inspirant puis qu'on devrait vraiment tous se donner cette mission-là, tu sais, de démocratiser les finances pour que tout le monde comprenne que, hey, placer des REER, là, tu te feras pas avoir par l'impôt, là, tu sais, c'est quoi ces croyances, là, tu sais, même moi, je le pensais au début, là, tu sais, j'étais comme, ma clientèle, c'est des entrepreneurs, ça sert à rien qu'ils placent des REER, puis tu sais, à un moment donné, tu fais, bon, OK, ça va être correct, Jade, là, change ta façon de voir les choses, mais, tu sais, c'est ça, fait que je trouve qu'au Québec, on a. C'est ça, tu sais, quand les gens ont de l'argent, souvent, ça va être ben, c'est un fils de riche. C'est un tout croche. Oui, exact. On tombe dans les clichés, là. Oui, On c'est tombe dans ça. les clichés, puis c'est mal vu. Puis encore là, c'est une des raisons, bon, mais que quand tu rentres, encore une fois, dans une communauté, puis quand je parle communauté, encore une fois, première, deuxième, troisième génération, où on parle d'anglophone, mais on arrive dans un environnement qui est beaucoup plus collaboratif. Et beaucoup plus, bon, mais regarde, je vais t'aider, let's go. Tu sais, tu regardes, souvent je parle des Italiens, j'ai grandi avec les Italiens à Montréal, mais le frère a une compagnie de toiture, l'oncle a une compagnie de béton, ils s'entraident tous à monter ensemble. Ici, on est tellement individualisme que c'est comme, mais moi je fais moi, puis that's it. Ben, combien j'entends de gens me dire, ouais, mais moi, j'ai pas personne dans ma famille qui est entrepreneur. Il y a personne qui m'encourage à devenir entrepreneur, puis je suis comme, ben voyons donc, tu sais. Fait que c'est encore là, c'est une question de culture, là, parce que, comme tu dis, mettons, avec les anglophones ou les Italiens, mais ils s'encouragent entre eux à dire, hey, tu te pars à ton compte, ben, tu sais, c'est un peu comme, tu as demandé mon père, je vous conte une anecdote, tu as demandé mon père, il dit, arrête de t'acheter des outils, j'ai ces outils-là. Achète-toi des outils complémentaires aux miens, puis on va s'y prêter. Mais tu sais, on devrait tous fonctionner comme ça, puis même en faire avec les trucs financiers, tu sais, les gens devraient être ouverts à dire, hey, j'ai fait un méchant bon investissement, tu devrais faire le même que le mien. Ben non. Tu sais, moi, j'ai des clients avec qui j'ai des beaux produits, des belles protections. Je leur demande d'en parler. Ils en parlent zéro, là.
Zéro. Ils sont comme, ils gardent tout ça pour eux. Puis c'est correct, là, ça leur appartient, mais ça, en même temps... Mais c'est sûr qu'il y a une méfiance de ce qu'on comprend pas ou ce qu'on connaît pas. Ouais. Puis tu as parlé beaucoup, tu as martelé beaucoup éducation. Oui. Tu sais, nous, on est conseillers, on a fait un permis, on a fait les études des fois en amont, des fois en aval, là, c'est-à-dire après avoir fait nos permis pour continuer de se perfectionner. Mais nos clients, peu importe leur background, ils peuvent être méfiants ou pas, tout dépendant de leur niveau de connaissance. Fait que il y a une portion du rôle du conseiller qui est d'amener ou de remplir ce gap-là, là, ce manque-là, si on veut, d'éducation pour qu'il y ait une aisance chez le client, puis qu'après, il y ait un comportement qui peut-être est plus orienté vers en parler, partager la bonne nouvelle, et ainsi de suite. Mais je pense que c'est là où peut-être certains conseillers, puis même nous, dans les débuts, là, la switch, elle se fait pas. On se dit, ben, hey, le produit est vendu, il est bien protégé, ça serait normal. Ouais, mais ça se peut que la personne ne comprenne pas ce qu'elle a, puis ne comprenne pas la valeur de ça. Puis c'est à moi, puis c'est à nous de remplir ça, là, je pense. Mais on revient au fait que, tu sais, les gens, au début de carrière, ils ont faim, tu sais. Oui. Ils veulent vendre à tout prix. Fait que des fois, ils sont prêts à tourner un peu les coins ronds sur peut-être l'éducation, sur je veux vendre à tout prix parce que je dois mettre du pain sur ma table. Oui. Fait que si on commençait tout avec sans moins de pression financière, on serait peut-être plus axé sur l'éducation financière que sur la vente, finalement. Là. Ça, puis je trouve qu'il y a quand même un stigma qui est quand même gros dans les services financiers, dépendamment des boîtes, des organisations, que ça commence à changer. Mais c'est que si tu donnes trop d'informations, le client ne viendra pas te voir. Fait qu'il faut le teaser. Tu sais, on va parler d'une stratégie, mais on l'ira pas jusqu'au bout. Parce que si on va jusqu'au bout, mais il le sait, puis il ne viendra pas nous voir. Ouais, mais c'est pas une mentalité à avoir. Si on est vraiment là pour aider les gens, on va donner la stratégie. Puis si la personne veut faire affaire avec nous, qui fait affaire avec nous, puis si il va envers un autre conseiller, mais tant mieux, ton message s'est transmis, puis il est allé s'éduquer. Non, t'as pas eu la transaction. Non, t'as pas eu la paye pour, mais t'as une autre forme de paye qui est, bon, mais j'ai sensibilisé cette personne-là. Bonjour, je m'appelle Mike Mainville, je suis conseiller en sécurité financière et conseiller en assurance et rente collective et depuis 3 ans, je suis directeur principal Québec, développement des affaires et marketing chez UV Assurance. Bonjour Mike. Salut Jade. Bienvenue sur une nouvelle capsule du podcast. Merci. Aujourd'hui, on va parler des principales erreurs du préavis de remplacement. Parce qu'on le sait, il ne faut pas le remplir sur un coin de table, mais il y en a beaucoup qui le font, hein, qui vont passer droite, qui vont mettre des encadrés où il n'y aura pas de description, où il n'y aura pas d'information. Puis c'est pas supposé être comme ça. Malheureusement, j'en vois beaucoup passer dans ma pratique en tant que directeur principal Québec, développement des affaires et marketing chez UV Assurance. J'en vois des préavis de remplacement mal remplis. Donc, on va aborder ce sujet-là aujourd'hui. On va voir ensemble comment éviter les pièges classiques et surtout comment bien remplir ce préavis pour qu'il soit clair, complet et conforme. Puis, dis-moi donc, pourquoi c'est si important de bien remplir et d'avoir un préavis de remplacement? Parce que c'est un document qui est obligatoire, d'abord et avant tout, quand on remplace un contrat d'assurance de personne. Il sert à protéger le client, pas à vous protéger vous. Il sert à protéger le client en l'informant des conséquences du remplacement. Il doit être rempli avec une grande rigueur parce que le préavis de remplacement est souvent au cœur de décisions disciplinaires. Par exemple, en 2022, 10,7 % des chefs d'infraction signalés par la Chambre de la sécurité financière concernaient des préavis de remplacement mal remplis. En 2023, ça a baissé à 4,4 %. On s'améliore, mais il y a encore du chemin à faire. Oui, effectivement. Mais dis-moi donc, justement, dans ta pratique, on en parlait, tu envoies souvent des préavis de remplacement. C'est quoi les principales erreurs que tu vois? Le manque de détails. Le manque de détails, ça, c'est la première chose qui me frappe aux yeux. Des phrases qui sont très vagues, du genre « le contrat ne convient pas ». Ça suffit pas, il faut que tu expliques pourquoi le contrat ne convient pas. Une absence d'analyse comparative, il n'y a pas de chiffres, il n'y a pas de comparaison de primes, par exemple. Des omissions, on a oublié de mentionner les impacts financiers, par exemple, sur une valeur de rachat, sur des valeurs perdues ou sur des valeurs gagnées. Un langage flou ou du copier-coller d'un préavis de remplacement à un autre. On sent que c'est bâclé, que c'est générique, et le langage flou, ben, ça n'aide pas votre client à comprendre et ça ne sert pas les intérêts du client parce qu'avant tout, le préavis sert les intérêts du client. Et dans mon travail, j'ai aussi vu des préavis de remplacement où le conseiller indique clairement que le préavis a été produit sans avoir consulté le contrat remplacé. Ben voyons. Ça, vous vous retrouvez devant le syndic de la Chambre de la sécurité financière en disant « J'ai remplacé ce contrat-là, mais je ne l'ai pas consulté parce qu'on ne l'a pas trouvé. »
c'est une énorme alerte rouge. Mon Dieu, j'espère donc. Puis au contraire, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce qu'on retrouve justement dans un préavis bien rempli? Dans un préavis bien rempli, Jade, on va trouver des explications claires, des explications chiffrées. Je te donne quelques exemples. Ouais. Je remplace une assurance vie temporaire par une autre temporaire. Il faut comparer les primes de renouvellement. C'est souvent oublié. On compare une vie entière par une autre vie entière. Il faut comparer les valeurs de rachat et les valeurs libérées. Il y en a peut-être une qui en donne plus que l'autre. Peut-être que le client perd au change. Maladie grave par une autre maladie grave. C'est quoi les maladies? C'est quoi les maladies? Parce que ce ne sont pas toutes les mêmes maladies qui sont couvertes par tous les assureurs. Donc, il faut les lister et il faut les comparer. Donc, je fais une liste de 25 maladies, je fais une liste de 21 maladies et je dois détailler après quelles sont les maladies manquantes dans les 4 de l'assureur qui en a seulement 21. Donc, faut expliquer au client vraiment la différence entre les deux contrats. En invalidité, c'est encore plus complexe. Comparer les exclusions. Est-ce qu'il y a plus d'exclusions dans le contrat que je propose? Les délais de carence, les durées de protection. Il faut comparer les montants et les garanties des avenants aussi. C'est souvent oublié. Il y a un avenant enfant sur un contrat. Il n'y a pas d'autre avenant enfant sur le nouveau contrat qui est proposé. Il ne suffit pas d'écrire perte de l'avenant enfant. Il faut écrire le montant, la durée de couverture. Est-ce que c'était transformable en assurance permanente? Il ne faut pas simplement écrire perte de la mutilation accidentelle. Il faut sortir le texte de la garantie puis écrire qu'est-ce que ça donnait, la mutilation accidentelle, si je la perds dans mon nouveau contrat. Même en invalidité, les définitions d'invalidité, je pense que c'est pas à négliger non plus. Ah oui, effectivement. Il y a des clauses importantes aussi sur lesquelles il faut mettre l'accent, Jade, la clause d'incontestabilité et la clause suicide. À moins qu'on remplace un contrat d'assurance qui vient tout juste d'être mis en vigueur, le client perd toujours, j'insiste, il perd toujours sur la clause d'incontestabilité et la clause suicide. Il faut mettre un accent particulier sur ces clauses-là. Et moi, ça m'est déjà arrivé dans ma pratique de conseiller, Jade, qu'après avoir produit un préavis de remplacement, après l'avoir dûment expliqué au client, que le client recule et qu'à cause de la clause d'incontestabilité et de la clause suicide, ils disent « Non, je ne vais pas procéder ». Ouais. Est-ce que tu crois que j'ai poussé un peu le client dans la direction de la nouvelle vente? Non. Non. J'ai fermé les livres et je me suis dit, ça, c'est probablement un paquet de problèmes. Conservez votre contrat tel quel, monsieur le client. Je vous remercie d'avoir pensé à moi. C'est clair que tu n'insistes pas. Non. Puis, justement, si on remplit mal un préavis de remplacement, qu'est-ce qui peut nous arriver? De un, c'est le client à qui il peut arriver des choses. Il peut perdre des protections qui sont importantes sans le savoir. Et du côté du conseiller, il peut faire l'objet d'une plainte disciplinaire. Les sanctions possibles, ça peut être une réprimande, une simple réprimande, mais ça peut aussi être une amende qui peut être salée parfois. Ça peut même aller jusqu'à une radiation temporaire. Donc, je perds mon permis d'exercice pendant 1 ou 2 mois. Et pour ceux qui l'ont vécu, cauchemar administratif. Ça ne vous tente pas de vivre ça. Ah, je comprends donc, là. Mais, c'est de prendre le temps de bien le compléter, le préavis, puis de voir les clauses, de regarder les contrats, c'est vraiment la plus grande importance, là. Tout à fait. C'est pas un sprint, en fait, Jade, de remplir un préavis de remplacement. C'est un document de transparence et de confiance. Il faut être clair, il faut être précis, il faut être chiffré, il ne faut pas faire de copier-coller. Et surtout, il faut se mettre à la place du client. Est-ce que ce que j'écris dans le préavis de remplacement, est-ce qu'en tant que client, je le comprendrais moi-même? Je remplace un T10 par un T10, mais le client ne sait pas c'est quoi un T10. Donc, c'est une assurance-vie temporaire d'une durée limitée de 10 ans. Essayez d'expliquer ça dans des termes clairs pour que le client comprenne et que si vous vous retrouvez devant des instances qui vont contester votre préavis de remplacement, que vous ayez fait l'effort de l'expliquer correctement au client. Et surtout, prendre le temps de bien lire le contrat remplacé et le contrat offert, de comparer toutes les garanties, toutes les primes, tous les renouvellements, toutes les valeurs qui sont contractuelles et aussi les valeurs non garanties. Parce que, finalement, le préavis, ce n'est pas juste un papier à remplir, Jade, c'est un outil de protection, c'est un outil de transparence et de professionnalisme. Si tu bâcles ton préavis de remplacement, tu risques gros. Si tu le maîtrises, tu vas gagner la confiance de ton client. Tellement. Fait que là, les conseillers, là, si vous écoutez cette capsule-là, je ne vais plus jamais voir de préavis bâclé. J'espère. J'espère. C'est un combat de tous les jours. Merci beaucoup, Mike, pour ces précieux conseils. Au plaisir, Jade. Yes. C'est un bon segue à la prochaine question. Qu'est-ce que les clients viennent chercher chez toi?
qu'est-ce que le client vient chercher chez moi. Ouais, qu'est-ce qui fait que les clients ils se disent, moi, c'est Philippe Goyer, mon conseiller, puis je veux pas entendre parler de Jade. Je te dirais, c'est vraiment, moi, c'est vraiment, je vais toujours dire, c'est vraiment l'approche humaine puis l'intégrité. Moi, je suis quelqu'un, je rencontre quelqu'un pour la première fois, je parle pas de business. Tu sais, un client, Phil, je veux venir, parfait, je vais parler de tout et rien pendant 45 minutes. Puis les dernières 15 minutes, je vais parler de business. Pourquoi? Parce que ces 45 minutes-là me permettent de connaître le client, d'établir un lien de confiance. Puis par la suite, la transaction est faite. Pourquoi? Parce que la personne achète quitter et achète ton intégrité. Fait que si la personne est convaincue que je vais être là, que je suis actif en tant que père, mais c'est toutes des choses personnelles que je me mets vulnérable, que je me mets sur la même longueur que les autres, puis ils se sentent ouverts à partager par la suite, puis ils donnent confiance. Fait que, est-ce que je suis plus compétent qu'un autre? Non. Est-ce qu'il y a du monde qui sont... Oui. Par contre, moi, qu'est-ce que je dis tout le temps? C'est côté relationnel. On bâtit une relation, puis je vais être là à long terme. Fait que, Puis comment tu fais vivre ça dans le temps? C'est-à-dire, OK, la première rencontre, oui. On parle pas de finance, on parle de Oui. business. Là, une fois qu'on a fait la transaction, là, comment tu approches la relation client à travers le temps pour que ça reste? Parce que le client, il va rencontrer d'autres gens qui eux aussi sont humains, puis eux aussi s'intéressent. Comment tu effectivement. Mais tu vois, certains clients, au fil du temps, mais j'ai pu comprendre, bon, mais il y avait besoin de plus d'entretien que d'autres. Quand je dis entretien, on s'entend que... Mais qui ont besoin d'un appel aux 3 mois. Bon, mais je vous appelle pour parler de tout et rien. Hey, comment ça va? Ton chien, comment il va? C'est juste pour être capable de dire que je suis encore là. Puis il y en a d'autres, mais au contraire, mais quand eux autres ils ont une question, mais ils savent que faudrait que je le change, mais quasiment 24 heures sur 24, tu m'appelles, tu me textes, tu m'envoies un courriel, puis tu vas avoir une réponse. Fait que, tu sais, puis que ce soit affaire ou que ce soit même personnel. Tu sais, j'ai un client que son chum, il est revenu pas la Bosnie, la Lettonie, puis il a décidé de finir ça. Mais moi, je suis allé prendre un café avec. Je suis allé, j'ai aidé à peut-être trouver un réseau qui peut l'aider dans ses démarches. Mais ça, c'est pas être conseiller financier. Tu es plus qu'un conseiller, dans le fond. Tu t'engages à être plus qu'un conseiller, tu t'engages à être comme presque un ami. Oui, exactement. Puis, tu sais, ça, je trouve ça, des fois, parce que moi aussi, j'ai un peu cette vision-là avec mes clients, puis moi aussi, je vais en venir avoir un peu plus une clientèle fermée. Puis, tu sais, des fois, j'en parle avec d'autres conseillers, puis ils sont là, ah ouais, tu sais, tes clients te textent ou tes clients sont aussi... Mais oui, parce que c'est ça que je veux développer, mais en même temps, chacun le fait à sa façon, mais je trouve que c'est ton côté humain, justement, qui ressort davantage. Puis après ça, ben ces gens-là, il n'y en a genre que par toi, là. Exactement. Puis, mais encore là, tu sais, des fois, tu as des alarmes. Oh, OK, parfait. Celle-là, j'ai pas parlé depuis un petit bout. Faudrait que je le parle parce que je vois que, tu sais, il a été approché par quelqu'un. Tu sais, c'est parce que moi, je trouve que quand tu vends une assurance vis-à-vis les placements, c'est simple. Tu as un contact quand même régulier avec tes clients. Mais quand tu vends de l'assurance, mais le client, s'il t'appelle pas pour dire qu'il est déménagé puis il est rendu avec un sixplex, puis c'est pas quelqu'un qui a besoin que tu l'appelles à chaque année ou à chaque année. Mais c'est ça, on perd un peu dans le fil des clients. Fait que ça, j'essaie vraiment prochainement d'être capable d'aller réorienter ça pour pas perdre. Parce que, encore là, c'est drôle, mais on peut donner autant d'éducation qu'on veut à notre client. Combien de fois qu'on arrive, ah ouais, tu fais des placements? Ah ouais, tu fais des assurances? Ouais, mais je pense que je te l'ai dit une quinzaine de fois. Ça passe par-dessus, puis c'est correct. C'est notre job de leur redire. Je pense que c'est ça aussi le défaut d'un conseiller, c'est qu'on a peur de retomber dans notre clientèle pour essayer de leur vendre quelque chose. On n'essaie pas de vendre quelque chose. On essaie juste de dire, on est là, puis on est capable de t'aider dans ton hypothèque, ton financement d'auto. On est capable de t'aider dans tout ce que tu touches à l'argent. Une des choses que je dis à mes clients, quand tu penses à l'argent, pense à moi. Ouais. Tu veux financer un char? Appelle-moi. Pourquoi? Parce que je vais peut-être trouver une stratégie qui va être mieux. Donc là, j'ai des clients qui m'appellent quand ils vont s'acheter un char. Ah ouais, c'est intéressant. Donc, une marge de crédit, whatever, ou ça, tu sais, remboursement d'impôts, peu importe. On met des stratégies en place pour baisser ça. Ah ouais, bon, c'est nice. T'as-tu développé une expertise au cours des dernières années? Expertise, oui puis non. Je te dirais, moi, mon expertise, c'est que je fais comme le 1%. Je joue sur les impôts, puis je fais du levier. Puis quand je dis du levier, tu sais, j'ai pas fait beaucoup de pré-levier, mais je suis quelqu'un qui est axé sur le long terme, puis quelqu'un qui dit, bon, mais peu importe dans quoi t'es placé. Je suis en train de faire un dossier présentement, que je suis en compétition avec une gestion privée. Moi, je dis, regarde, gestion privée, frais moins, il te projette du 16, peu importe. Moi, je te projette
10% de moins, mais je t'applique des stratégies. Mes stratégies vaut plus le coup. Pourquoi? Parce que c'est le fiscal, c'est les impôts, puis c'est du levier que finalement on est capable de sortir d'un mode épargne, puis dans un mode croissance sur stéroïdes. Fait que c'est plus une clientèle entrepreneur dans ce temps-là. Entrepreneur, puis sinon, mais tu sais, du monde qui ont quand même des bons revenus, puis qui ont une tolérance de risque élevée, ou qui ont 30 ans devant eux autres. Pour ça, je dis des jeunes, je les aime, parce que c'est facile à dire, bon ben, passe ton argent, ferme tes yeux, puis là, tu vas avoir quelque chose. Ouais. Puis pas le bouger. Ceux et celles qui font le plus de rendement dans l'industrie, en tant que client, c'est ceux qui sont morts, puis ceux qui oublient qu'ils ont un compte. Parce qu'ils restent dans la même voie. Tout le temps. Tout le temps. C'est l'intérêt composé. Fait que, c'est quoi les défis de ta pratique? Puis, il y a des défis universels, la gestion du temps, le suivi client, mais spécifique à ton quotidien, là, qu'est-ce qui est difficile à faire puis que tu dis, là, pour le prochain 6, 12, 18 mois, faut que je trouve un moyen de gérer ça, là? j'ai scalé très vite. L'année passée, j'étais indépendant. Là, je suis rendu avec un cabinet. J'ai à peu près 20 conseillers qui sont sous moi. Okay. J'en ai peut-être 12, 13 qui sont indépendants, puis j'en ai 7 qui sont rattachés en voie de devenir indépendant, en stage, en sciences. Ça. Fait que je te dirais que la gestion de temps, évidemment, mais aussi côté organisationnel. Je trouve que la gestion de temps, c'est une chose, mais quand on est bien organisé, mais tout se fait tout seul. Quand tu grossis vite, puis tu es moins organisé ou tu n'es pas habitué parce que tu avais un organigramme puis une organisation qui était différente, mais là, c'est vraiment de mettre des choses en place pour ne pas perdre ton temps, parce que tu en perds énormément. Dans quoi tu perds ton temps? Dans les suivis. T'sais, moi, j'ai encore pas d'adjointe. Fait que moi, les suivis, j'en fais beaucoup de suivis. Fait que de faire des suivis pour moi, faire des suivis pour certains conseillers, pour leurs dossiers qu'ils ont fait, parce qu'ils n'ont pas de code, mais on s'entend que c'est de la gestion, les courriels. Puis, tu sais, juste répondre aux questions. Je veux être là, je veux être engagé. La première chose que je dis quand on rentre chez nous, c'est je vais être disponible pour tes questions, puis je vais être disponible pour te donner du coaching, puis te mentorer. Mais il faut que je sois disponible. Par contre, il faut aussi que je tire une limite, puis je regarde. Il y a une guide de référence quand tu me poses une question. Mais moi, la première réponse que je vais te répondre, c'est as-tu regardé les guides de référence? Si tu ne l'as pas regardé, pose-moi pas la question. Fait que c'est en mettant des processus puis d'organiser tes choses comme ça que finalement, tu arrives à être capable de tout gérer. Fait que gestion de temps, c'est une chose, mais je pense que encore mieux que la gestion de temps, c'est d'avoir une bonne organisation. Fait que les prochains 6 à 8 mois, ça va être ça. OK. Avoir une adjointe? Avoir une adjointe. Effectivement, avoir une adjointe. Mais ça, c'est toujours le même, je pense, c'est toujours le même enjeu. C'est que, tu sais, encore là, ça vient de l'éducation, c'est que c'est un coût. Fait que là, c'est comme, ouais, mais c'est un coût, puis ci, puis ça. Mais faut le regarder en tant qu'investissement. Parce que oui. Mais encore là, on s'entend que dans le domaine, quand on scale, mais les revenus sont plus là, mais les dépenses sont plus là aussi. Oh oui. Fait que là, bon, mais t'as plus de dépenses, t'as plus d'argent, mais ton cash flow reste pareil. Puis le cash flow dans notre industrie, c'est de la chenoute. C'est pas facile. Quand tu as un bon livre sous gestion, tu as un passif qui rentre, c'est correct. Mais sinon, mais tu sais, j'ai des dossiers, j'ai des beaux dossiers qui ça fait 2-3 mois, ils vont être payés dans 1 mois, mais c'est toujours être capable d'approvisionner. Puis je pense qu'il y a beaucoup de conseillers puis beaucoup de monde, encore une fois, que c'est cette gestion-là qui ont de la misère. Puis avec la nouvelle structure, je suis rendu dans le vert, mais avec mes nouveaux conseillers, j'ai dit, c'est qu'est-ce que tu as besoin pour vivre? 500 $ semaine. Parfait. Compte X, compte Y. L'argent rentre, tu te verses 500 $ par semaine. Ce compte-là, tu le touches jamais. Parce que si tu pars pas de même, mais tu es toujours en train de jouer carte de crédit, grosse paye, carte de crédit, grosse paye, carte de crédit. Ouais, il y a des semaines, tu partiras en croisière, puis il y a des semaines, tu mangerais des toasts au bord de pinot. Mais, tu sais, moi, c'est parce que personnellement, si j'avais pas d'adjointe, je serais pas là. Oui. C'est sûr. Tu sais, je serais juste pas conseillère. Okay. J'aime tellement pas la paperasse que des fois. Ben, exact, c'est ça. Je suis rendu là. J'aime pas la paperasse, mais là, je suis rendu là. Je suis comme dépassé. Je comprends. Oui. Ah, mais c'est d'en je lève trouver mon aussi. chapeau. C'est d'en trouver aussi qui c'est ça aussi. Je pense que le déléguer, c'est quelque chose qui est dur parce qu'on est des perfectionnistes dans nos choses. Mais c'est d'être capable de dire si elle fait 70% de la job, mais c'est mieux que je le fasse.
Tu sais, fait que... C'est mieux que tu le fasses? Non, c'est mieux que... Ah, qu'elle le fasse. Oui, qu'elle le Ok, fasse. ok, c'est bon. Ça sera pas 100%, Non, mais c'est c'est ça, mieux ben oui. 70 puis elle le fait que 100% puis c'est toi qui le fais. Ah ouais, Fait que, c'est clair. T'avais-tu une question? Non, vas-y. Moi, je suis intrigué par la croissance parce que je pense que tout le monde qui rentre puis les gens qui vont écouter ce podcast-là sont un peu dans la même optique. On veut grossir, on veut grossir, on veut grossir. C'est quoi le end goal? Tu sais, t'es passé de indépendant à 20 conseillers. Tu te diriges vers quoi? Puis tu veux finir où? Je veux finir, tu sais, encore une fois, je suis quelqu'un qui est très relationnel puis quelqu'un qui aime le développement d'affaires. Fait que moi, où je veux finir, je veux finir avec une centaine de clients. Puis tout le reste, mais je suis capable de nourrir des conseillers sous moi qui vont rester à mes côtés pendant longtemps. Okay. J'ai-tu un nombre en tête au niveau de combien? Non, parce que je me dis, tant qu'aussi longtemps je suis capable de le soutenir, puis de le soutenir avec ma mission puis mes valeurs, je vais le faire. Par contre, quand je suis plus capable, mais je le ferai plus. Parce qu'encore une fois, je suis quelqu'un qui prime le ROI, retour sur investissement, mais sur le temps. Et aussi... Je pense que beaucoup de personnes, mais en cours de route, quand ils font une expansion, mais ils perdent leur mission de début. Puis ça peut être vraiment te nuire plus tard. Fait que... T'en as pour 20 ans encore, là, c'est ça, je comprends. Oui, c'est ça que j'en ai pour 20 ans encore, mais plus dans un rôle de développement. Moi, je veux que l'année prochaine, je veux plus être travailleur autonome, je veux avoir une business. Okay. Puis une business, c'est quelque chose qui roule sans toi. Fait que je vais être capable de dire, je suis capable de faire mon développement d'affaires, je suis capable de faire mon entretien de client, je suis capable d'avoir une adjointe, mais je suis capable de continuer de faire des conférences, faire des livres, faire du développement organique que j'aime, sans nécessairement que ça touche à ma paye parce que je suis pas en train de mettre mon temps là. Vraiment avoir l'entreprise qui travaille pour moi. Parce qu'encore une fois, on dit souvent, on est entrepreneur, on n'est pas entrepreneur. On est travailleur autonome. On travaille pour notre business. Puis tant qu'aussi longtemps qu'on travaille pour notre business, on est un peu comme un employé. Ah oui, 100%. Faut tout passer par là de toute façon pour devenir entrepreneur. Il y a des choses à mettre en place, puis à un moment donné, on peut finir par se dire, OK, bon, ben là, je suis rendu là. Maintenant, je peux passer à un autre niveau. Mais des fois, à un certain moment, ça devient plus difficile, il faut travailler plus fort, mais on cherche souvent l'équilibre à court terme. Là. Moi, j'en parle souvent, que les gens, j'ai pas d'équilibre, mais l'équilibre, faut pas que tu le vois sur le court terme. Il y a des moments où tu travailles plus fort, il y a des moments que tu travailles moins fort, puis il y a des moments où il faut donner des coups, puis des fois, ça peut être 1 an, 2 ans, 3 ans aussi comme coup là, à donner. Fait que c'est de voir si ça fit dans ton timing de vie personnel aussi, là, de coups à donner. Mais si ça fit dans ton timing de vie personnel, ben let's go, donne-là les coups pour t'amener au prochain niveau. Oui, exactement. Fait que là, t'es là présentement. Là, Exactement. Puis je pense que moi, je vais toujours dire la même chose, quand on met les efforts, les résultats vont venir. Ben oui. Fait qu'il faut juste continuer de mettre les efforts, puis garder ta mission interne. Ouais. Puis si tu restes aligné comme ça, mais tout est possible. Ah, c'est ça. Être aligné avec ses valeurs, puis avec qui qu'on est profondément, je pense que c'est le plus important, là. Fait que, puis les gens, sinon, ils se sentent là, quand on n'est pas vrai, puis on n'est pas aligné. Fait que... Puis, tu parles d'équilibre, mais encore une fois, moi, je suis souvent quelqu'un, là, je vais essayer de bien le traduire, c'est toujours 1 pierre, 3 coups. À chaque fois, je fais quelque chose, mais j'ai plusieurs manières de en bénéficier. Fait que, tu sais, je donnais un exemple, quelque chose que je dis à des jeunes qui commencent dans le domaine, c'est quoi une de tes passions? Fait que, tu sais, je te pose la question, c'est quoi une de tes passions? Et moi, je suis une multipassionnée, là. Une de mes passions, le sport. Le sport, quel sport? Le spinning. Le spinning, parfait. Fait que si tu vas dans un cours de spinning intense pendant 16 semaines où c'est les mêmes personnes, tu vas aller chercher ton équilibre, tu vas aller chercher une passion que tu aimes, mais tu vas aussi rencontrer des gens. Ouais. Quel type de personnes, là, tu choisis ton plage horaire, midi. Mais quel type de personnes sont capables de se permettre d'aller à un spinning 16 semaines de temps à midi? Du monde qui sont disciplinés, du monde qui sont souvent entrepreneurs, du monde qui sont souvent... Bon, mais parfait, mais voilà. Fait que là, c'est trois coups, une pierre. Toujours de misère à le dire. Parce que, bon, mais tu vas chercher plusieurs bénéfices à ce niveau-là. Ouais. Non, c'est ça. Puis c'est parfait parce que c'est justement une analogie que j'ai utilisée souvent. Tu vas à la salle de sport, ben, tu vas trouver des gens, tu vas jouer au golf, j'aime le deck hockey, mettons, tu joues au deck hockey, des sports où tu as des passions communes. Même, pour dater, des fois, je dis ça à mes chums de gars, là. C'est quoi que t'aimes comme passion? T'aimes faire du vélo de montagne? Va faire du vélo de montagne tout seul.
ou tu trouves inscris-toi dans une association de vélo de montagne, tu vas pouvoir rencontrer des gens, mais c'est la même affaire avec les clients. Puis, tu sais, je pense qu'on peut toujours se permettre d'être en mode réceptivité, puis de se dire, ben, toutes les opportunités sont bonnes. Là. Oui, même affaire avec le réseautage, tu sais, moi, j'aime aussi le réseautage beaucoup, ben, je me force pas pour aller faire du réseautage. Là. Pour moi, c'est le fun, puis j'aime ça rencontrer les gens, je m'intéresse aux gens, mais c'est la même affaire, j'imagine, avec toi, parce que... J'aime le réseautage, par contre, j'ai changé beaucoup la manière que je fais du réseautage. Je fais plus mon réseautage dans les organismes que j'ai fait dans les soirées de réseautage, parce que les soirées de réseautage, c'est des pitchs d'ascenseur la journée longue avec un paquet de cartes qui va à la poubelle. Oui, tout dépendant des types de réseautage. Il faut vraiment être capable de choisir. Puis encore là. L'implication sociale, comme tu le fais, de t'impliquer dans un CA, dans des organismes, tu sais, ça, c'est bon, là, parce que là, ta notoriété, elle monte. Oui, puis encore là, tu es entouré de gens qui ont les mêmes valeurs et les mêmes missions que toi. Tu sais, quelqu'un qui se permet d'aller à un spinning ou quelqu'un qui va, mais vous avez déjà un point de base, puis c'est des gens qui ont les mêmes affinités puis la même intégrité que toi. Tu peux retrouver les mêmes traits, mettons. Fait que tu sais que le clic va se faire plus facilement qu'avec quelqu'un que finalement, il n'aime pas le sport. Mais, OK, tu n'aimes pas le sport. On part sur quoi? T'aimes-tu les bateaux? T'aimes-tu, fait que, non, exact. Parle-moi donc un peu de ton livre, justement. Qu'est-ce qui t'a apporté à vouloir écrire un livre? Parce qu'on s'entend que c'est pas une mince tâche à travers tout ce que tu fais. Tu veux dire le titre en anglais, Jade? Je vais te laisser. Non? Come on. Vas-y donc. OK, je vais le dire. Rewriting Wealth. Exactement. Puis là, il est en train de se faire traduire en français et en espagnol. J'essaie de trouver le titre en français. Parce que wealth, pour moi, c'est pas la richesse. C'est vraiment un mot en anglais que ça fait des années que j'essaie de retrouver en français que je ne retrouve pas. Wealth, c'est un mindset, c'est une culture, c'est pas l'argent. Tu sais, t'as richesse, puis t'as être wealthy. Puis être wealthy, c'est vraiment toute l'opportunité puis toute l'éducation qui vient avec. Le livre, c'est drôle un peu. Au mois d'octobre, je savais que j'avais un TED Talk au mois d'avril qui s'en venait. Puis au mois d'octobre, l'organisatrice puis le monde dans le réseau m'ont dit, Phil, ça serait important que tu aies un livre pour le TED Talk. C'est pas juste d'écrire une conférence. Quoi? Oh oui, tu sais, il y en a une couple qui va avoir des livres, ça peut être une belle visibilité de plus. Tu sais, t'as pas le droit de le publier sur le TED Talk, évidemment, mais ça peut être une belle visibilité de plus. Je suis comme, OK. Fait que là, j'ai commencé à l'écrire au mois d'octobre. J'avais toujours en tête de vouloir en écrire un. Pour mes 35-40 ans, pas à 33 en tout cas. Fait que je l'ai écrit, puis j'ai vraiment fait, vu que c'est pour, tu sais, un marché plus international, mais je suis allé beaucoup plus dans la psychologie, dans le mindset, puis donner des trucs que peu importe t'es où dans le monde, mais ça peut venir t'aider. Encore une fois, dans le but d'éducation, parce que je dis souvent en joke, présentement, j'aurais plus de facilité à vendre une formation sur 4 paiements égaux de comment devenir libre financièrement que te dire mets 50$ dans ton CELI à chaque mois. Pourquoi? Parce qu'on est dans un trend où on a besoin de la dopamine, on veut la consommation, puis on veut quelque chose d'instant. Fait que le livre, pour moi, c'est comme un entre-deux. C'est de l'éducation. Faut payer pour. Se rendre accountable pour. Finalement, on achète un livre. Si on l'achète, on devrait le lire. On ne le laissera pas sur la table pendant longtemps. Puis si ça reste à la table pendant longtemps, mais... il y aura bien quelqu'un qui va le lire. Il y aura bien quelqu'un qui va le lire éventuellement. Puis il y a aussi le côté marketing, côté notoriété. Une carte d'affaires, c'est une carte d'affaires. Un livre, ça reste 10-15 ans dans une bibliothèque. Fait que... on va faire ça, là. Encore une fois, une pierre, 3 coups, je me suis dit que j'allais me lancer là-dedans. J'ai hâte que ça sorte au Québec, parce qu'encore une fois, je vais essayer de le faire entrer dans les écoles, puis peut-être dans d'autres communautés. Parce que, encore une fois, c'est un livre qui a 268 pages. Sur 268 pages, j'ai à peu près 120, 130 pages de lecture. Puis tout le reste, c'est un workbook. Fait que c'est des choses que tu peux faire pour aider ta situation financière, puis vraiment te mettre au devoir de bon, mais je vais arranger ça cette semaine, fait que c'est une manière un peu dopamine challenge. On a vu des 75 hard, on a vu des trends, mais ça, c'est des trends. Tu as des 30 jours de challenge dans le livre qui vont te permettre à... Parce que si tu le fais vraiment, mais ça, tu vas te permettre d'avoir des belles résultats. Oui, c'est vraiment cool parce qu'effectivement, c'est hyper recherché. Là. Je regarde, mettons...
Le livre, là, Réfléchissez et devenez riche, là, t'as comme l'option de workbook aussi, Oui. là, fait que... Puis- Vous avez vu, j'ai dit un mot anglais. Bien, très bien. Puis quelqu'un qui commence le livre puis qui se rend au bout, ça prend combien de temps? Dans la mesure où il pose les actions qui sont dans le livre, ça prendrait combien de temps à passer à Mais t'as travers? trois exercices, puis sur les trois, t'en as deux vraiment, parce que t'as quelque chose pour enlever la dette, parce que moi, je parle souvent de la dette. La dette, présentement, dans l'Amérique du Nord, c'est épouvantable. Je pense qu'on est tout le monde est surendetté. Fait que t'as le snowball effect, puis en français, c'est le boule en neige, puis t'as L'effet boule l'autre. de neige, ouais. L'effet boule de neige, puis l'autre, l'avalanche. Fait que c'est de dire, bon, mais je pars avec les prêts qui sont, les taux d'intérêt qui sont plus élevés, ou je pars avec les paiements qui sont les plus élevés, puis ça dépend de quitter. Fait que j'ai mis ces deux-là, puis l'autre, mais c'est une stratégie d'épargne. Fait que, tu sais, je te dirais 60 jours, t'es capable de faire les deux, mais il va y avoir des printables qu'on va être capable de downloader par la suite pour être capable de continuer. Par printables, tu parles d'exercice ou de... Ouais, tu vas être capable de l'imprimer. que Tu sais, tu vas pouvoir, tu vas imprimer être ou capable télécharger, là. Exactement. OK. Pour être capable de continuer de le faire. Puis, encore là, je parle beaucoup de la psychologie, puis d'où que ça vient. Tu sais, j'ai parlé de culture tantôt, francophone, anglophone. Si je vais au-delà de là, si on est dans une famille où on a grandi, c'est notre première école. Fait que si on est dans une famille où « Ah, mais l'argent pousse pas ses arbres, je suis pas un guichet automatique. Ouais. Mais si tu as eu cette perception-là toute ta vie, tu l'as encore en tant qu'adulte, mais tu le vois pas. Fait que quel type de personne que t'es, que tu fais 200 000 par année, mais tu n'as jamais assez d'argent. Pourquoi? Parce que tu as toujours été dans le manque mindset qui est l'argent pousse pas ses arbres. Ou que si tu es dans un autre, tout est possible, l'opportunité est là, mais on est capable d'aller ailleurs. Tu fais 60 000 par année, mais tu es plus libre financièrement parce que l'éducation a été différente. Fait que c'est un peu un reset de dire, bon, mais si tu enlèves ça, côté familial, côté culturel, côté, tu sais, parce que je pense que c'est beaucoup. Culture, langage, famille, ton entourage. Si tu mets tout le reset là-dessus, puis tu pars sur un bon chemin, je pense que tout est possible. Comment le livre a été reçu? Parce que là, en français, c'est pas encore disponible, Oui. mais anglais et espagnol, oui. Oui. Comment ça a été reçu? L'espagnol, il sort en même temps que le français. OK. Il était bien reçu. Dans le fond, le TED Talk s'est donné dans une des meilleures écoles dans le pays, OK. au Mexique. OK. Puis une des personnes qui était là, c'était le dean, le maître de doyen. l'école, le doyen de l'école. Puis tu sais, j'ai donné mon livre. Il faut peut-être même le témoigner en arrière pour la version espagnole. Puis il y avait 200 personnes dans l'audience qui étaient des jeunes. Puis c'était fou. C'était épouvantable le nombre de questions que je suis venu. Puis tu vois que c'était une passion. Là. Ils veulent aller chercher l'information. Ils veulent aller chercher des manières de sortir de leur milieu ou de juste sortir de l'écart. Puis où que j'étais, c'était quand même une place qui était riche. Dans le sens que le salaire moyen était à peu près 29 000 par année. US. Qui est équivalent à ce qu'on fait ici. OK. Puis les loyers n'étaient pas aussi chers, puis le coût de la vie n'était pas aussi cher. Mais de voir, encore une fois, la volonté de vouloir aller chercher l'information vis-à-vis, j'essaie de le rentrer dans les têtes des gens, mets 50$ dans ton CELI, mais ça, c'était valorisant, puis c'était vraiment le fun. Fait que, Vraiment intéressant. Si tu avais un conseil à donner à un conseiller qui commence aujourd'hui, là, parce que tu en as là, des conseillers qui commencent, mais c'est quoi le conseil le plus précieux que tu leur donnes? C'est une bonne question. Prends ton temps, mets les actions, puis les résultats vont venir. Je le répète, puis c'est plate, puis c'est général un peu, mais j'y crois vraiment. Puis encore une fois, ça, je le dis, puis je vais le dire à voix haute ici, mais je pense que quelqu'un en service financier de nos jours, faire 100 000 dans un mois, c'est possible. Ouais. Mais là, le monde va dire, ouais, mais attends, si tu fais 100 appels par jour pendant 30 jours, puis tu as une rétention de 1%, c'est 30 clients. 30 clients dans une niche entrepreneuriale, dans une niche de notaire, t'es pas dans ces chiffres, t'es proche. Est-ce qu'on le fait? Non. On sait tout comment le faire, on le fait pas. On l'applique pas. Fait que de le savoir, c'est une chose. De l'appliquer, c'est un autre. Fait que mets les actions de manière disciplinée, comme l'intérêt composé à chaque jour. Puis au bout du temps, ça va venir. Oui, fait que la discipline et la persévérance, jumelées ensemble, c'est sûr que ça égale réussite. Hein. Exactement. 100% On se d'accord. trompe, effectivement. Oui, exact. Hey, Philippe,
Je t'écouterais parler indéfiniment. Pour vrai, c'est tellement intéressant. Tu as un beau bagage, tu as une belle vision, tu as une belle façon de voir les choses. Pour vrai, merci d'avoir accepté l'invitation. T'avais-tu une dernière question, Dimitri? Non, j'ai fait rien que ça poser des questions. T'en as plein encore, mais ouais, c'est ça. on va on va s'arrêter là, mais merci également de t'être prêté au jeu. Oui. Puis de nous permettre d'en savoir un peu plus sur ta personne, puis aussi de donner un autre angle à ce que ça peut vouloir dire être conseiller financier. Là. Mais Ouais. merci de m'avoir permis de partager ça avec vous autres puis avec les personnes qui vont l'écouter. C'est un Merci. grand plaisir. Merci pour ton ouverture. Puis je voulais rappeler aux gens qu'ils peuvent nous suivre sur les réseaux sociaux, sur le RJCQ, le Facebook du RJCQ. On a une page Facebook maintenant sur le RJCQ du Instagram RJCQ. Aussi, on va avoir un YouTube où est-ce que nos épisodes vont être partagés. Allez mettre une note dans Spotify. Donc, suivez-nous, partagez les épisodes. Si l'épisode vous a plu, ben partagez, taguez Philippe, taguez-nous, ça va nous faire plaisir de repartager. Puis donnez-nous vos commentaires aussi, hein, ça nous fait toujours plaisir. Puis merci à notre commanditaire principal qui est UV Assurance. Grâce à eux, on est ici en studio puis on a pu entendre ton histoire. Fait qu'on est vraiment contents. Merci beaucoup. Merci.